Madame, Monsieur, bonsoir. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc mobilise 3 milliards de dirhams pour répondre aux intempéries exceptionnelles qui ont frappé le Gharb et le Loukos. Une décision forte, structurante et immédiate, car le bilan est lourd. 4 provinces déclarées zones sinistrées où 110 000 hectares de terres agricoles ont été inondés et 188 000 personnes déplacées. Le programme prévoit 775 millions de dirhams pour reloger et reconstruire, 300 millions pour les agriculteurs et les éleveurs et plus d'1,5 milliard pour réhabiliter les routes et autres réseaux essentiels. Mais au-delà de l'urgence, cette décision s'inscrit dans une mutation stratégique. Le Royaume passe graduellement de la gestion de crise à la gestion du risque. Il y a cette stratégie nationale 2020-2030, il y a ces centres de prévision, ces nouvelles plateformes régionales de réserve d'urgence dans les 12 régions du Royaume qui ont été lancées en mai dernier par le souverain. Et la résilience devient ainsi structurée. Alors ce soir, avec nos experts, nous analysons comment fonctionne précisément ce fonds de lutte contre les effets de catastrophes naturelles, ses mécanismes de financement et d'indemnisation, et quid aussi de sa soutenabilité face à l'intensification des risques. Enfin, nous tenterons de répondre à cette question. Comment franchir une nouvelle étape en investissant massivement dans l'anticipation prédictive, la cartographie dynamique, l'intelligence artificielle pour prévenir plutôt que reconstruire. Pour répondre, en tout cas tenter de répondre à cette question, j'accueille sur le plateau deux questions d'actu ce soir, consultant et ancien dirigeant d'un groupe d'assurance mondiale, Hicham Saïd Alaoui. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci beaucoup. Merci à vous de répondre à notre invitation et d'être avec nous ce soir. Avec nous aussi l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Et nous allons aussi parler des impacts macroéconomiques de ces intempéries, notamment dans ces deux régions, à savoir le Gharb et le Loukos. Et cela ne saura se faire sans notre expert en économie, les professeurs à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano. Toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir. Très partagé, merci de l'invitation. L'actualité principale, donc, sur auto-instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce programme de 3 milliards de dirhams immédiatement déployé pour les zones sinistrées. Messieurs, que révèle, selon vous, cette décision sur l'évolution de la doctrine marocaine face aux catastrophes naturelles? Professeur Ferrano. Très bien, je dirais premièrement que les hautes instructions qui ont été données par notre auguste souverain, le roi Mohamed VI, ils viennent de façon très rapide, très réactive pour pouvoir un peu mobiliser les moyens pour, je dirais, contrecarrer les effets négatifs et les externalités négatives des inondations qu'a connues le Gharb et aussi le Loukos. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, je pense que le travail aujourd'hui est à la main du gouvernement et aussi de l'appareil exécutif pour pouvoir un peu résorber ces problèmes qu'ont vécu un peu nos citoyens et aussi nos confrères dans les différentes régions. Bon, je dirais que ces inondations, c'est un peu le fait de la nature, c'est Dieu qui a voulu, mais en parallèle, nous avons des problèmes économiques qui vont surgir. Et je pense que la clairvoyance et aussi la décision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI va permettre un peu de résorber ce malentendu, je dirais, ou cette catastrophe économique. Et le budget qui était alloué de 3 milliards de dirhams est un budget colossal si on le compare par rapport à la valeur ajoutée créée par la région, si on le compare aussi par rapport aux dégâts. Et je pense qu'aujourd'hui, la question d'opérationnalisation et la question de mise en œuvre de cette décision royale éclairée, c'est ce qui va un peu garantir l'efficacité et la réalisation efficace et aussi efficiente des actions qui vont être menées. Je pense que tout le monde attendait ces décisions et surtout les citoyens de ces régions-là, les 4 provinces qui ont été édifiées. Et également, je pense que ça va un peu, je dirais, rendre un peu cette joie à nos citoyens dans ces régions-là parce qu'ils auront ces compensations. Bon, il ne faut pas compenser un peu ce qu'ils ont vécu, mais ça va permettre de un peu contrecarrer, comme je l'ai dit, les externalités négatives et aussi reprendre la dynamique économique dans ces 4 provinces. Exact. Et une nouvelle fois, le souverain donc entend tout à fait. Les appels de sa population. Hicham Saïd Alaoui, en complément d'information sur cette décision royale et sur ce fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, que dit la loi? Alors justement, j'aimerais juste rebondir sur ce que disait le professeur, en soulignant combien je suis ravi, fier et très peu surpris, parce que cette gestion a été un cas d'école en amont,
que ce soit au niveau de l'évacuation des habitants, que ce soit en termes de réaction, d'inclusion des forces armées royales, mais même au-delà, lorsque nous parlons de la loi 110-14, qui est le prélude à ma réponse plus précise, nous avons été dans une anticipation assez exceptionnelle, parce que c'est une loi qui a été dans les tuyaux depuis 2014, comme son nom l'indique, la loi 110-14, et qui a été activée le 1er janvier 2020 pour faire face aux événements catastrophiques. Et depuis, il y en a eu un certain nombre, il y a eu des événements de grande ampleur, il y a eu le Covid, il y a eu le sinistre de House, il y a bien entendu ce qui vient de se passer malheureusement ces dernières semaines. Et donc déjà d'un point de vue anticipatif, c'est honnêtement très impressionnant. Alors la loi... Ça a été d'ailleurs repris dans de nombreux médias internationaux. Il y a même des populations, notamment portugaises, qui se sont plaintes à leur gouvernement de ne pas avoir eu cette réactivité qu'a eu le Royaume du Maroc. Il faut le souligner quand même. Très clairement, et sans flagornerie ni complaisance, quand on voit qu'une des capitales industrielles espagnoles comme Valence a souffert 229 décès très précisément. Valence, c'est la capitale de la céramique, c'est la capitale du tourisme avec Benidorm, avec Alicante, c'est la capitale de la paella, de la gastronomie, c'est la capitale de beaucoup, beaucoup de choses. Et vous voyez ce qui se passe à Valence et comment nous avons anticipé. Et alhamdoulilah, en termes d'impact corporel, c'est honnêtement un vrai motif de satisfaction. Alors, ce que dit la loi, la fameuse loi 110-14, est relativement simple. Monsieur le chef de gouvernement a une prérogative qui est celle de nommer ou pas l'état de catastrophe, d'événement catastrophique. Une fois que l'événement catastrophique, qui est caractérisé par son caractère brusque et par sa grande ampleur, ce qui est bien entendu applicable en l'espèce, monsieur le chef de gouvernement qui au passage a 90 jours pour déclarer cet état d'événement catastrophique, là, vous avez un double système qui va fonctionner. Soit vous étiez assuré auprès de compagnies d'assurance, soit en responsabilité civile automobile, soit en assurance dommage, pour simplifier. En assurance dommage, typiquement la multirisque habitation, vous vous êtes acquitté de 8% de surprime pour couvrir les effets de ce type d'événement catastrophique. Lorsque vous étiez assuré en automobile, au titre de la responsabilité civile déjà, uniquement, vous avez payé une surprime s'il était question de transport public de voyageurs de 2%, s'il était question de responsabilité civile automobile normale, c'est-à-dire vous et moi, si vous n'avez pas de flotte automobile ou de grands taxis, etc., de 2%, et des garanties annexes de 1,5%. Donc une surprime, c'est-à-dire un complément de prime sur la multirisque habitation de 8%, sur l'automobile de 2%, 1,5%, etc. Et en cas de survenance d'événements catastrophiques, vous allez bénéficier des effets assurantiellement de ce mécanisme via vos compagnies d'assurance. Et donc là, il faudra faire une déclaration auprès des compagnies d'assurance pour pouvoir bénéficier des effets de cette déclaration d'événements catastrophiques. Et là, au passage, quand je parle de responsabilité civile automobile, indépendamment ou non de la présence du véhicule sur place. C'est-à-dire le simple fait d'être assuré en responsabilité civile automobile permet de se prémunir contre les impacts corporels de ce qui s'est passé. Donc pour simplifier sur ce volet assurantiel de prime abord, si vous étiez assuré en assurance dommage type multirisque habitation, vous êtes couvert via vos compagnies d'assurance. Si vous étiez couvert en responsabilité civile automobile via ce mécanisme, vous êtes couvert contre les risques corporels et pas matériels. Et si vous n'étiez pas assuré, ce qui Je pense qu'il doit être le cas, vous en tant qu'expert, ça doit être le cas quand même dans la majorité des régions qui ont été frappées, notamment on l'a vu, ce sont des villages, il y a bien sûr l'évacuation de cette ville de Ras El-Kbir, mais en gros, vous connaissez la taille du marché, que ce soit pour les assurances habitation et autres. Oui, je pense que c'est une minorité qui est assurée aujourd'hui. Je peux l'étayer par des chiffres très simples. Oui. La multirisque habitation a un taux de pénétration dans notre pays de 4,22%. Lorsqu'elle est assujettie à un crédit immobilier, ça monte à 85-90%. Mais peut-être que le taux de bancarisation au Maroc est de 58%, va nous faire dire que ces régions peut-être sont moins bancarisées que des plus grandes villes du type Casa, Rabat, Tanger. Donc de fait, la multirisque habitation est supposée avoir un faible taux de pénétration dans ces contrées, dans des provinces. Et de l'autre côté, la responsabilité civile automobile qui a un taux de pénétration bien supérieur, mais qui ne va s'appliquer qu'en cas de dommages corporels, fort heureusement, ne va pas jouer en l'espèce parce qu'il n'y a pas eu de dommages corporels, en tout cas pas de dommages de très grande ampleur. Et donc de ce point de vue-là, on va tout de suite passer au modèle allocataire et pas assurantiel, qui devrait être celui qui s'appliquerait avec plus d'acuité en l'espèce. Et là, en l'espèce, il est question de remboursement au titre des dommages survenus à l'habitation principale, dans un plafond de 250 000 dirhams, et en cas de dommages corporels jusqu'à 70%. Et j'insiste bien sur l'habitation principale, parce que c'est ainsi qu'est rédigé le texte de loi. Donc, pour simplifier très concrètement, soit vous étiez assuré, et si vous aviez une multirisque habitation, ce qui semble relativement peu probable en l'espèce, en tout cas en termes de prévalence, vous êtes couvert contre ces effets via votre compagnie d'assurance. Sinon, vous êtes couvert contre les dommages corporels que vous avez souffert, indépendamment de la présence ou non d'un véhicule dans le coin.
ou sinon, on passe tout de suite au modèle allocataire qui vous couvre principalement contre les impacts survenus au titre de votre résidence principale. Et là, en l'espèce, pour le modèle allocataire, il est question maintenant d'une déclaration auprès des services communaux, des services provinciaux, de 20 jours, généralement prorogeable beaucoup de fois, parce que le but, c'est de permettre à la population, une fois qu'elle aura recouvré ses esprits, de pouvoir procéder aux déclarations. Donc il est très certainement question de 20 jours, une fois, 2 fois, 3 fois. En l'espèce, si je me rappelle ce qui s'est passé à Al-Haouz, ce ne serait pas surprenant que le délai de déclaration pour se constituer victime puisse aller jusqu'à 1 mois et demi ou 2 mois, ce qui me semble être la norme dans ce type de situation. Nous allons en parler parce qu'il s'agit aussi de recenser les sinistrés et de recenser les dommages. C'est là peut-être où le bas peut blesser si les bonnes dispositions ne sont pas prises. Mais avant, les dispositions qui ont été prises, vous avez évoqué un point très important, c'est l'amont. Comment aujourd'hui fonctionne ce dispositif d'amont, colonel Saoud, notamment avec cette opération inédite d'évacuation des populations, à commencer par Khsr-Kbir. Mais Khsr-Kbir n'est pas la seule ville qui a été évacuée. Beaucoup de villages ont été évacués. Et ce qui m'a fait aussi interpeller, ce sont les images que l'on a vues tout à l'heure, qui étaient projetées à ma gauche. Comment ça marche ? Bon, dans cette catastrophe naturelle, le Maroc n'a pas géré une crise. Il a géré des risques. Et c'est tellement différent que beaucoup de gens font la confusion. C'est quoi gérer un risque ? C'est-à-dire faire en sorte que ce qui est susceptible d'arriver n'arrive pas. Et en l'espèce, avec les inondations qui ont commencé, il y a eu cette anticipation pour essayer, pour que l'État joue son rôle de protection des personnes et des biens, tant que faire soit possible. Et c'est en l'espèce que ça a été fait. Et ça a été fait dans une organisation, une coordination telle qu'on a eu quand même 0 mort. Et la vie humaine est très importante dans la gestion de crise comparativement à d'autres. Donc ce n'est pas une crise, c'est une gestion de risque qui a marché à merveille parce qu'on a anticipé sur des conséquences qui étaient prévisiblement catastrophiques. Et là, on s'en sort bien. On a vu comment on a pu évacuer des personnes. Même du bétail a été évacué. Oui, les détails, les animaux de compagnie, etc. Même ça. Et on a vu toutes les structures dont les forces armées royales, je tends à le dire, n'ont pas été incluses. Il a toujours été un acteur majeur de la gestion des catastrophes. D'ailleurs, les instructions de Sa Majesté aux forces armées royales ont été immédiates, juste après que les intempéries soient passées en alerte rouge. Les instructions ont été données aux forces armées royales. C'est une activité automatique. C'est structurel. Les forces armées, la machine est bien huilée. Oui, elle est très huilée. Il y a un background derrière. Et puis, il y a cette coordination terre-air sur les rivières, etc., qui marche très bien, avec des PC qui sont quand même dans la coordination. Et on a vu des individualités volontaires qui sont une espèce de société civile qui était là, mais tout dans le bon ordre. L'État est là pour d'abord protéger les vies des personnes. C'est ça la mission régalienne de l'État. Maintenant, le temps est venu de la réparation. Et c'est venu à bon escient pour essayer de reconstruire moralement, apporter de l'aide aux sinistrés, leurs habitations, leur bétail, etc. Et chaque chose en son temps. Et je pense que ça a été très rapide. Est-ce que la gestion, parce que vous faites bien de préciser la différence entre gestion de crise et gestion du risque. Est-ce que la gestion de crise, donc après les inondations, donc maintenant, est-ce qu'elle doit fonctionner
sur le même modèle que la gestion du risque? Parce que vous avez parlé de cette efficacité, de cette efficience, de cette synergie entre les différentes parties prenantes. Est-ce que c'est le même modèle qui devrait être maintenant que les 3 milliards de dirhams ont été débloqués pour vraiment une gestion efficiente de la réponse? Madame, vous avez bien fait de le dire, c'est une réponse. Nous ne sommes pas dans une gestion de crise. Oui. Vous savez, la gestion de crise, c'est qu'on n'a rien vu, on n'a rien pu voir, on n'a pas su voir. Aujourd'hui, on n'est pas dépassé. Et quand il y a une crise, s'il y a une crise, c'est qu'il y a des dysfonctionnements structurels de l'État. En l'espèce, il y a, au contraire. Donc, c'est des éléments de langage qu'il faut quand même éclaircir. On continue à gérer le risque. Oui. On n'est pas dans une crise. Il faut. Mais comment gérer la réponse? Est-ce qu'il faut gérer la réponse? Comment on a géré le risque? C'est une continuité. Et ça, c'est de la politique publique. Et c'est bien géré, et vous l'avez dit en préambule, maintenant on va aider aussi bien les sinistrés, aussi bien leurs biens, les richesses animales, etc. Et là, il y a encore un travail à faire de recensement des sinistrés par des commissions certainement locales, appuyé dans chaque province, et peut-être, je présume, je crois, qu'on va avoir un échelon quand même central qui peut coordonner les actions des commissions provinciales et locales pour essayer de déterminer avec exactitude les besoins des uns et des autres. Il y a de la reconstruction à faire, il y a de la réhabilitation à faire, et honnêtement, et sans aucun chauvinisme, je pense qu'on est dans le bon tempo, et peut-être un peu moins que le tempo qu'il faut pour d'autres catastrophes naturelles comme celle-là. Parce qu'on a un background derrière. Oui, mais ça, il s'agit d'appareils de l'État. Est-ce que ce sera ces mêmes appareils de l'État qui vont gérer l'après? Ce qui me pousse aussi à me poser cette question sur le modus operandi du recensement des pertes. Professeur Fellahnoun. Très bien. Bon, je suis tout à fait convaincu que la décision qui a été prise par le roi Mohammed VI, il vient corriger un peu les dégâts qui ont été qui se sont manifestés un peu dans les 4 provinces. Mais il faut le dire concrètement, c'est que si on veut que ça réussisse, il faut qu'on respecte un peu la législation en place. Je pense que mon ami ici à ma gauche, il a précisé la loi 110/14 qui était claire sur cette question. Je pense que la commission de suivi des événements, elle est déjà en place et donc elle a commencé à travailler. Donc ça va de soi parce que nous avons déclaré les 4 provinces comme étant en sinistralité. Et là, je pense que la deuxième étape vient du fait qu'il faut construire ce qu'on appelle le registre de recensement. C'est le terme qui est repris en termes de la loi 110/14. Oui. Dans ce registre, il faut recenser un peu les dégâts, que ce soit les dégâts humains. Alhamdoulilah, on n'a pas de dégâts humains, mais il faut aussi recenser les dégâts, je dirais, matériaux. Ça veut dire un peu ce qu'il y a, que ce soit en termes de bétail, ou que ce soit aussi en termes de maisons principales ou secondaires, etc., aussi sur le plan routier. Mais nous avons, je pense, d'après le communiqué que vous avez cité tout à l'heure, c'est que nous avons une répartition budgétaire qui a été établie entre les 700 millions de dirhams, les 300 millions et également le 1,5 milliard. Et donc là, on est dans cette logique un peu de rentrer dans l'opérationnalisation de l'exécution. Mais en même temps, il faut un peu revenir sur la question de registre de recensement. Ça veut dire qu'il faut aussi que l'appareil aujourd'hui commence dans une logique de gestion de crise, parce que le plus important aujourd'hui, c'est que... réponse, parce que voilà, c'est que il refuse cette gestion de crise, parce qu'on n'est pas en crise. Le plus important... Non, je pense que... oui, pour moi, la crise sur le plan économique, elle est différente de ce qu'a évoqué notre collègue. Pour moi, économiquement, il y aura crise si on n'arrive pas à reprendre les conditions économiques qui ont été établies avant l'existence de cette sinistralité. Aujourd'hui, si on prend les 4 provinces, c'est des provinces qui ont des activités primaires, des activités tertiaires et des activités industrielles. Et donc là, pour remettre la machine à retravailler, surtout en termes de services, parce que n'oublions pas, l'action de l'État était très bien réfléchie, nous avons pu déplacer plus de 120 000, je pense, 180 000 Marocains. Maintenant, il faudra les faire revenir avec une intelligence déjà établie. Je ne suis pas
je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut que l'activité reprennent. Donc l'activité, tout à l'heure, nous avons discuté un peu la composition économique, il y a 44% dans ces provinces de la valeur ajoutée qui vient des services. Et lorsqu'on parle de services, ça vient d'où? Ça vient des êtres humains. Et donc automatiquement, la reprise... C'est parce qu'ils travaillent dans les champs aussi. Voilà, bon, moi j'ai pris, autres. voilà, entre autres, 44%, exact. Il y en a à peu près 25 à 26% de l'industriel, et le reste, ça vient du secteur primaire dont vous avez parlé. Et donc pour la reprise de cette activité, bon, si on ne la reprend pas, on sera en crise. Mais si on arrive à la reprendre de façon très rapide, ça pourra, on va dépasser un peu ce, je dirais entre guillemets, excusez-moi pour le terme, ce cauchemar qu'a vécu le Maroc par rapport à ces inondations. Oui. Et on va reprendre un peu l'activité économique et on sera pas en crise. Je parle de point de vue économique, parce que pour nous, une crise... Comment recenser les dégâts économiques? Très bien. C'est pour ça que je posais la question sur le recensement, comment ne pas tomber dans le piège du séisme. Vous m'avez pris avec vous dans les crises. Mais en termes de recensement, je pense que la loi est claire. Il faut que la Commission, aujourd'hui, mette en place les dispositifs qui permettent le recensement. Le président de la Commission doit être mis en place. Les experts qui vont faire... Qui est ce président? Bon, la loi parle d'un président de l'administration. Ça veut dire, je pense, il y a... Bon, c'est clair, il faudra quelqu'un qui va représenter l'administration. Peut-être que ce sera les autorités d'intérieur. Bon, je ne vais pas me prononcer par rapport à ça, mais ça va être la bonne solution. Deuxièmement, il faudra qu'il y ait la commission des experts qui vont rentrer sur le terrain et faire le recensement des dégâts. Et donc, automatiquement, avoir ce registre qui va permettre de savoir qui va bénéficier et qui n'a pas droit à bénéficier. Et là, ça va retomber un peu sur les questions micro, je dirais économiques, sur qui va bénéficier de quoi. Et donc là, vous avez soit ceux qui vont bénéficier un peu des dégâts physiques, alhamdoulilah, il n'y en a pas, ceux qui vont bénéficier un peu des dégâts matériels. Et là, nous avons tout un dispositif de calcul qui va se mettre en place. Ça veut dire un minimum de 250 000, avec un minimum aussi par rapport à la valeur du bien sur le terrain, la valeur de reconstruction à neuf, etc. C'est des détails techniques qu'applique un peu le fonds de solidarité, mais la grande question aujourd'hui, c'est qu'il faut faire très rapide pour avoir ce registre de recensement. Et je pense que le délai qui est établi par la loi, c'est 3 mois pour avoir ce registre qui soit bien établi. Jours. Voilà, 90 jours, pour qu'on puisse identifier ceux qui vont et ceux qui vont bénéficier, je dirais, de façon, équitable et aussi intègre et aussi transparente. Il faut peut-être préciser que sur le plan des présidents de ces commissions-là, les gouverneurs qui sont les responsables, qui sont les représentants du gouvernement, ça fait partie de leurs attributions. Parce qu'ils représentent tout le gouvernement dans leur province. Et donc, de facto, c'est eux qui sont normalement au leadership. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai précisé uniquement ce qui était inscrit dans le texte de loi. On parle du président de l'administration. Exact. Et donc là, pour moi, je ne peux pas me prononcer par rapport à qui va prendre quoi. Mais le plus important, c'est Mais qui va prendre quoi? Peut-être on peut calquer sur un modèle qui marche. C'est celui des assurances. Hicham Ben Saïd Alaoui, comment est établi un dégât et comment est-il calculé par le secteur privé? Et peut-être, est-ce que c'est aussi transposable dans une gestion de l'État à ce genre de catastrophe? En fait, ce qui est bien dans le secteur des assurances, mais également à l'échelle plus macro, à l'échelle d'un pays, c'est cette fameuse courbe d'apprentissage. On peut toujours tenter d'anticiper le futur en analysant le passé. C'est pour ça que l'histoire, dans tous les pans de l'économie ou de la sociologie ou de la culture, est critique. Pas pour avoir une culture générale, mais réellement pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a des cycles économiques. Kondratiev, Juglar, ça tourne d'une manière ou d'une autre et ça revient. Là, typiquement, si on regarde l'événement catastrophique avec un grand E, l'événement catastrophique, d'ailleurs, tel qu'il est défini au niveau de l'F4, qui inclut par exemple des actes terroristes. Si un pays est confronté à des actes terroristes, il apprend aussi et réagit. Il change un certain nombre de législations. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Un événement catastrophique. Voilà. Tout à fait. Au niveau de l'F4, on apprend, on s'adapte, on change des choses, on consolide des choses, on est un peu plus souple sur d'autres choses. On a eu, par exemple, des épisodes de sécheresse. On a appris aussi en tant que pays. Ça a coïncidé avec l'instauration de la TVA, plan d'ajustement structurel, consolidation des attributions des assurances agricoles. On apprend. Ce type d'événement catastrophique où il y a de l'eau, il y a de l'inondation, on en a connu quelques-uns, mais de cette ampleur, de mon humble mémoire, pas tellement. Et donc déjà, ma première réponse à ça, c'est qu'il ne faut pas s'autoflageller. Il faut tout simplement dire, notre pays, dans un contexte de dérèglement climatique, va maintenant de plus en plus être confronté à ça qu'on ne connaissait pas. Est-ce que justement le changement climatique est désormais une question de sécurité nationale? Je vous interromps vite, colonel Saoud. Oui, c'est un réel problème. C'est une question de sécurité nationale, Absolument, le changement climatique. Il doit être considéré en tant que tel, parce que ça touche à la sécurité environnementale. Et par rapport, si on n'avait pas le barrage Louhda,
Et moi, j'ai vécu dans le Gharb, je sais ce que c'est. Si on n'avait pas le barrage, c'est toute Kenitra qui va. Le barrage Louhda est une réalisation stratégique extraordinaire. Ce que vous avez vu là, ce sont des lâchers. Pas seulement pour le stockage, mais aussi pour la sécurité de la population. Absolument. De toute la plaine. Je vous laisse finir, Hicham Ben Saïd Alaoui. Et donc, déjà, partir d'un premier milestone qui consiste à dire, nous apprenons avec ce type d'événement, et maintenant, comment ajuster la réponse? La réponse, on l'a dit, on l'a suffisamment souligné, en termes d'anticipation, en termes de réaction, alhamdoulilah, en arriver là, avec les dégâts corporels qu'on a connus, c'est que ça a été excellemment anticipé, excellemment géré. Maintenant vient l'aspect matériel pour répondre à votre question, Khadija. Si on prend la composition du FSEC, du Fonds de solidarité, certes, la contribution parafiscale a été augmentée significativement. Elle est passée de 1 à 1,5%. C'est-à-dire qu'elle a augmenté de 50%. Mais en revanche, il faut bien savoir que sur les 65 milliards de dirhams de primes d'assurance dans ce pays, les assurances vie qui pèsent 45% sont exclues. L'accident de travail qui pèse à peu près 1 milliard est exclu. Les accidents corporels, c'est-à-dire décès, incapacité, maladie, à peu près 5,5 milliards, sont exclus. D'autres assurances agricoles sont exclues. Il va rester une base de peu ou prou 30 milliards. 30 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais multiplié par 1,5%, ça fait 450 millions de dirhams que j'arrondirai à 500. Et donc, pour répondre aussi à ce que disait monsieur le colonel, si nous avons un fonds qui, chaque année, est alimenté d'une contribution de 500 millions de dirhams, qui est capitalisé financièrement, il y a bien sûr d'autres recettes budgétaires, lorsqu'on voit la prévalence de ce type d'événement dans le pourtour méditerranéen, je vois ce qui se passe à Valence, ce qui se passe à Lisbonne, ce qui se passe au Portugal, je me dis que, certes, le fonds, c'est une excellente anticipation. Il est doté de plusieurs centaines de millions de dirhams, ce qui n'est pas non significatif. En revanche, je pense qu'il faut une vraie réponse systémique qui commencerait par un triptyque rapide, prévention. Il faut cartographier les zones parce que, certes, à l'échelle d'un pays, 3 milliards de dirhams, c'est quoi? C'est 0,2% du PIB. Ça ne va pas ruiner un pays comme le Maroc. Ça coûte moins cher de faire de la prévention que de la réponse. Vu la prévalence anticipée par beaucoup d'experts, si nous avons 4-5 événements, je ne veux pas être dans le catastrophisme, comme ça par an, je ne dis pas que nos finances seront à mal, loin s'en faut, parce que nous avons des critères de convergence économique très maastrichtiens. Nous avons de quoi voir venir. C'est un pays très stable, un pays très bien tenu. En revanche, la prévention me semble ici beaucoup plus opportune pour éviter ce type d'événement et ne serait-ce que déplacer des personnes. Alors, justement, parlons de prévention, juste sur cela. Est-ce que la prévention prévoit aussi le choix, quand vous parlez de cartographie, le choix de l'urbanisation? Parce qu'il y a des zones qu'on sait qui sont inondables, qui ont été construites. Est-ce que la prévention devrait prendre en considération aussi de reloger les gens ou de relocaliser les gens dans d'autres endroits qui soient moins inondables si ces épisodes-là, l'Aqtar-là, soient à répétition? Lorsqu'il s'agit de 188 000 personnes déplacées, facialement, au niveau d'un pays, ça ne peut pas être l'apanage d'une seule partie. Ça ne peut pas être les assurances ou le ministère des Finances ou les forces armées royales. C'est forcément l'apanage de tous. C'est de la concorde nationale qui est demandée. Et donc, quiconque peut contribuer, peut-être en rajoutant plus de contraintes à certaines autorisations de construire, peut-être en dénonçant certaines zones pour dire qu'il est très difficile ici de permettre une activité commerçante dans cette zone en raison de l'aggravation de facteurs qui n'existaient pas dans le passé. Donc je pense que la réponse est un peu chez tout le monde. Les assureurs doivent jouer le jeu, certains ministères doivent jouer le jeu, certaines autorisations qui étaient données en toute bonne foi, mais dans un contexte où il n'y avait pas ces conditions climatiques, maintenant peut-être qu'il faudra prendre en compte ces conditions climatiques pour serrer davantage la vis au niveau de l'octroi de certaines... Mais il est clair que pour moi, il y a un avant et un après, et il est clair aussi pour moi qu'économiquement, notre pays, alhamdoulilah, est très très solide, et le fonds est très bien doté. Est-ce qu'il est résilient? Quid de sa soutenabilité si, là encore une fois, ces épisodes venaient à se répéter? Est-ce qu'il y a des mécanismes innovants aujourd'hui pour renforcer la résilience financière de ce fonds? Alors, il y a le volet assurantiel qui peut beaucoup aider parce que la multirisque habitation, par exemple, qui a un taux de pénétration, comme on le rappelait, de moins de 5%, si elle devait être rendue obligatoire, comme la Tourrisque chantier ou d'autres assurances, si on passe par exemple de moins de 5% à 90%, là tout de suite, un système assurantiel qui pèse quelques centaines de milliards de dirhams en plus-value latente, s'il prenait le relais et si en plus il était réassuré à l'international, permettrait de très significativement soulager l'État. Donc pour moi, un des premiers constats, je ne suis personne, mais je pense... Mais il est déjà réassuré à l'international. Tout à fait, oui. C'est déjà le cas. Mais le taux de pénétration est faible, c'est-à-dire l'impact sur le système assurantiel
N'est pas énorme. N'est pas énorme. Et donc moi, je ne suis personne. Mais si je devais préconiser quelque chose, ce serait d'assez rapidement rendre la multirisque habitation obligatoire, au même titre que la responsabilité civile automobile. Parce que si la multirisque habitation avait ici pris le relais, 3 milliards de dirhams, vous savez que c'est le plafond de réassurance de la multirisque habitation dans le cas de l'F4. Et donc, si vous avez des assureurs, et il y en a quelques dizaines, s'ils devaient se répartir ces sinistres, ce serait un petit coût. Mais par rapport à d'autres branches qui sont profitables et par rapport à des placements financiers... Mais ne serait-ce que l'assurance paramétrique agricole, par exemple. Il y a beaucoup de relais assurantiels. Ça, c'est un chantier qui a commencé il y a quelques années, mais bon, on l'a vu surtout pour les arbres fruitiers. Et encore, je pense que moins de 10% de la superficie visée a été couverte à ce jour. En fait, la vie est faite d'opportunités, parfois malheureuses. Et là, c'est l'occasion de voir que ce qu'on considérait être comme des événements très rares, vont certainement être appelés à devenir un peu plus récurrents. Et donc, il faut anticiper. Donc, très rapidement, pour moi, la multirisque habitation, qu'elle devienne obligatoire pour soulager l'État, qui fait déjà beaucoup de choses. Mais dans ma logique, je suis beaucoup plus partisan d'un État qui vient en appoint sur ce type d'événement, mais avec un secteur privé fort, indépendant et qui prend le relais. Et deuxième sujet, je pense que l'anticipation, la prévention, peut-être être un peu plus regardant sur où nous construisons, comment nous construisons, etc. Ça devrait beaucoup aider. Et troisième sujet, si vous parlez de soutenabilité, certes, on parlait des chiffres, des fameux 500 millions de dirhams par an. Là, nous parlons d'un plan de 3 milliards. Et donc, je vous laisse, ce serait quelque peu 6 années de contribution parafiscale, je ne parle pas de la capitalisation et d'autres recettes, sur un événement. Alhamdoulilah, c'est une exceptionnelle réaction. En tant que Marocain, je suis très fier et très heureux. Mais se pose effectivement le sujet à l'avenir sur le FSEC, stricto sensu, qui est garanti par l'État. Le PIB marocain n'est pas loin des 200 milliards de dollars, donc il n'y a absolument aucun souci à se faire. Mais juste en termes de soutenabilité ad hoc d'un périmètre déterminé d'un FSEC, je pense que ce serait bien de trouver d'autres relais qui permettraient de soulager, notamment une multirisque habitation privée, qui permettrait d'aider l'État assez significativement au regard des contraintes. D'autant plus que l'État aussi, colonel Saoud, il y a une programmation budgétaire, toujours dans cet aspect d'anticipation. Je voudrais rappeler le lancement en mai dernier par le souverain de la première plateforme régionale de la région de Rabat, qui constitue une plateforme d'urgence. Mais ça va être généralisé. Mais c'est aussi un saut qualitatif en matière de souveraineté logistique. Absolument. Comment ? Ça permet, et une fois que c'est généralisé, ça permettra... Nous allons vers une autonomie des régions sur le plan de la gestion de leurs problèmes et notamment des catastrophes, sauf les besoins stratégiques qui restent toujours à l'échelon national puisqu'on ne peut pas les avoir. Mais on va vers ça. Il faut que les régions se prennent en charge, comme ça a été fait dans la région, cette plateforme dont vous avez parlé, logistique, parce que la logistique est importante. Et elle ça a montré dans cette catastrophe naturelle que la gestion logistique est une garantie de réussite d'une opération de sauvetage telle que celle-là. Et donc, il faut aller vers cette décentralisation pour que les régions, puisque nous sommes dans une régionalisation avancée, pour que les régions jouent leur rôle, notamment dans ce domaine-là, qui malheureusement reste... l'État reste toujours un acteur majeur à partir de l'échelon national. Et puis, il y a un autre problème très important qu'il faut aussi booster, c'est la coopération interrégionale. 2 ou 3 régions voisines peuvent faire face à beaucoup de catastrophes, quelles qu'elles soient. Et le mécanisme existe. Il faut simplement qu'il soit actionné. Mais dans les catastrophes comme celle-là, je pense que ça a marché. Et c'est de bon augure. Oui, comment financer justement durablement cette résilience territoriale sans déséquilibrer les finances publiques, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, professeur Ferrano? Bon, de mon point de vue, moi je pense que... permettez-moi de revenir sur le FSEC parce que, oui. Bon, on ne compte pas beaucoup sur le FSEC en tant que mécanisme de couverture. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, si vous reprenez un peu la loi de finances... Pour les téléspectateurs, le FSEC, c'est le Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles ou les événements catastrophiques, pardon, FSEC. Bon, sur ce fonds, en 2025, la loi de finances, elle a budgétisé à peu près 1,5 milliard. Donc, c'est la moitié de ce qui va être mobilisé maintenant. Oui. D'accord. Mais ce qui est le plus important dans le FSEC, c'est qu'il a la capacité d'avoir des réassurances à l'international. Je pense que 6 chiffres que j'ai à l'appui depuis ce qui est arrivé à Al-Haouz, nous avons une réassurance de plus de 10 milliards.
Et ça, c'est très important pour le cas du FSEC. Mais le plus important, c'est que, peut-être que je ne serai pas d'accord avec vous, Mehdi, c'est que... Hicham. C'est Hicham, pardon. C'est que il faut voir un peu la structure sociale dont on parle. Si vous prenez par exemple l'Araïch, vous avez la commune urbaine, il y en a qu'une seule, c'est l'Araïch, et vous avez 17 qui sont dans le monde rural. Et si vous prenez la densité de la population, ils sont éparpillés. Et vous parlez de gens qui sont un peu dans le monde rural marocain. C'est des Marocains comme nous, mais qui sont dans des conditions, on connaît un peu la réalité agricole au Maroc, etc., les conditions de vulnérabilité qu'ils ont, etc. Exact. Et donc leur imposer un peu des mécanismes de solution, hors que ceux centralisés de l'État, moi je pense que ça sera un peu difficile. Ça veut dire qu'il faut changer un peu même la culture, la société de ce monde rural, et ça sera difficile. Est-ce qu'on peut adapter l'offre à la réalité aussi du territoire? Avec toute modestie, moi je pense que là, il faut vraiment laisser les experts parler. Par exemple, si on parle de Qasr El-Kbir, il faut avoir les experts qui sont des experts en géologie, dans les questions de barrages, etc. pour qu'ils puissent nous dire... Les géologues, il y en avait un qui était assis exactement à votre place la semaine dernière. Il disait, moi, je ne vois pas d'habitation ici. C'est-à-dire que Qasr El-Kbir n'a pas lieu d'être là où elle est. Vous avez dit... J'ai dit experts. Mais moi, ce que je sais... Je vous reporte ce qu'a dit un géologue sur ce plateau et un professeur chercheur en géologie. Et il a dit, si vous étiez avec nous la semaine dernière, il a dit mot pour mot, je ne vois pas de maison ici. C'est-à-dire le bassin du Locos, en bonne partie, est inondable. Donc, il n'y a pas à y avoir de maison. Ça, c'est de l'avis d'expert. Je ne prétends pas être un expert. Moi, je parle uniquement sur le plan économique. Oui. Mais je sais très, très bien qu'il y a des expériences à l'international qui ont démontré que même si vous êtes près d'un fleuve, etc., et vous avez le Nil. C'est un exemple très parlant. Et le Nil, il fait toujours ces types d'inondations qu'on connaît aujourd'hui. Il se réalise, le Nil. Et regardez ce qui se passe entre l'Éthiopie, l'Égypte, etc. Je ne suis pas expert. Moi, je dis uniquement, je fais un peu la langue du bois sur la question. Les experts doivent intervenir dans les questions d'assurance. Ça veut dire, par exemple, le barrage était une solution miraculeuse. S'il n'y avait pas ce barrage. S'il n'y avait pas ce barrage, voilà une solution. Voilà une solution. Il y en a d'autres solutions. Ce n'est pas dire simplement que je vais enlever la ville d'ici. Non, ce n'est pas une solution. Il y a d'autres solutions, mais je ne suis pas scientifique pour les mettre en place. On va faire appel aux experts. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ils vont prendre la décision. Maintenant, ce type de solutions, qui sont un peu des solutions gigantesques et un peu, je dirais, centralisées, c'est l'État qui doit prendre cette décision. Et ce n'est pas moi. Maintenant, sur le plan économique, moi je pense que maintenant, on est en train de parler de 180 000 Marocains. Maintenant, on ne va pas leur dire une solution radicale, on va enlever la ville. Non, il faut reprendre un peu la logique économique. Il faut que ça se reprenne très rapidement. Et je pense que c'est là où la décision de Sa Majesté est très éclairée parce qu'il veut que l'économie reprenne, il veut que la vie sociétale reprenne dans ces communes-là, mais avec une certaine rapidité d'exécution. Et là, je pense qu'au-delà de la question préventive, parce qu'il faut mener des réflexions sur les politiques publiques, sur la logique de la croissance dans ces régions, sur d'où vient la valeur ajoutée, comment les gens sont, comment la création de richesse est effectuée dans ces régions-là, pourquoi dans la zone de l'Arèche, par exemple, il n'y a qu'une seule commune urbaine et les autres sont rurales, est-ce qu'il n'y a pas une façon de revoir la logique territoriale ici dans l'Arèche comme exemple et dans les autres? Je prends par exemple la région Knetra aussi, vous avez la ville, il y a je pense 3 ou 4 urbaines et les autres sont rurales. Ouais. Donc ces questions-là, c'est des questions de politique territoriale, c'est des questions de politique publique et là, ce n'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, c'est de pouvoir reprendre la vie normale dans ces communes-là. Et donc la reprendre, je pense, les fonds, ils sont là. Il faut rentrer dans l'exécution sur le terrain, il faut rentrer dans les questions de micro-assurance ou de questions assurantielles pour un peu aider les gens à reprendre leurs activités, reprendre leur vie normale. Et je pense que nous avons le temps après les 90 jours qui sont mis par la loi, de repenser un peu cette logique. Maintenant, je ne sais pas, en termes de prévision, est-ce que l'année prochaine on aura la même situation? Est-ce qu'il faut augmenter un peu le barrage? Je pense qu'il y a même ceux qui disent qu'il faut agrandir le barrage pour qu'il puisse... Ça, c'est une solution. Moi, je l'ai entendu, je ne suis pas... Je ne prétends pas être un expert. Mais il y a des solutions qui sont proposées. Il y a même d'autres solutions qui proposent de créer les rivières, comme ça a été fait dans, je dirais, en Égypte. Les autoroutes de l'eau. Pas les autoroutes, les rivières. Les rivières. C'est différent. C'est ce qui a été fait en Égypte et ce qui a été fait en Libye. Ils ont une grande rivière qu'ils appellent, j'oublie le nom. Ou des barrages de retenue. Ou des barrages de retenue. Il y a aussi de petits barrages qu'il faut faire dans des... Il y a des solutions. J'en suis pas expert, mais il y a des solutions. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Aujourd'hui, maintenant, il faut exécuter les instructions royales.
Il faut que les gens arrivent à avoir leurs indemnités. Il faut que ça soit transparent. Il faut qu'on arrive à relancer le caractère économique et aussi la croissance dans ces régions qui ont été, je dirais, sauvées par la décision éclairée de l'État, dans le sommet de l'État. Mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à reprendre ce qui a été, ce que nous avons perdu en termes économiques, parce que n'oubliez pas, là, vous avez 3 ou 4 provinces qui sont en arrêt économique. Alors, on ne les a pas rappelés, juste à titre informatif, parce que je ne les ai pas rappelés au début de cette émission. Il s'agit de Sidi Slimane, Sidi Qassem, Qenitra et l'Erish. Voilà les 4 provinces qui sont déclarées sinistrées. Voilà, et qui sont, je dirais, je dirais pas arrêt économique, mais presque dans un arrêt économique, parce que vous n'avez pas ni la main-d'œuvre, ni le capital humain, ni les infrastructures, et donc là, il faut reprendre tout ça. Et je pense que ça, c'est l'urgence en matière de gestion de la catastrophe, et après, on va réfléchir sur le plan, et là, ça vraiment, comme ça a été dit, c'est une question transversale qui reprend et qui va regrouper toutes les politiques, que ce soit les politiques générales ou même les politiques publiques. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de remettre les populations chez elles. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important parce que vous les déracinez, les enfants, on va aller à l'école. Ils n'ont pas été déracinés, hein. Ils vont revenir. Non. Voilà, tout à fait. Momentanément. Oui. Voilà. Momentanément, oui. Vous quittez chez vous, c'est un déracinement, quelle que soit la distance. Mais ils sont quand même socialement traités. Il y a même des psychologues qui sont avec eux, les enfants. Tout à fait. Donc, c'est tout un écosystème qui a été créé pour encadrer les populations sinistrées qui est extraordinairement vu, même par des experts étrangers. Et donc, nous devons être quand même fiers de cette gestion très intéressante, très méthodique, qu'il va falloir continuer quand même dans ce processus jusqu'à la réparation morale, matérielle et la reconstruction de tout ce qui a été fait. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui, et dans cette gestion, donc, parce que, pourquoi on parle de l'amont, si Zakaria aussi, parce que le véritable enjeu aujourd'hui, certes, c'est la capacité à réparer, mais le véritable enjeu, c'est la capacité à anticiper, à mobiliser, et aussi à prévenir pour reconstruire mieux. Et ce qui me pose aussi à me poser une question, quel sera le rôle de nos élus dans ces régions ? Vous savez, j'en étais J'ai posé la question aux 3, mais allez-y, je vous en prie. J'en étais un. Ils jouent un rôle très important. Parce que d'abord, les autorisations de construire, c'est eux qui les délivrent aujourd'hui. Et ça pose la question du clientélisme, ça pose la question en période préélectorale de vouloir avoir des voix pour la prochaine élection. Ben justement, c'est pour ça qu'il y a un risque aussi dans la mobilisation de ces fonds publics en année électorale. Est-ce qu'il y a un risque ? Là, madame, vous êtes en train de me titiller et je vais vous le dire. Pas du tout, je pose des questions. C'est une question légitime. Nous sommes en période préélectorale. Je pense que l'État doit prendre ça en charge totalement. Je pense que les politiques, et on en a vu dans d'autres crises, il y a toujours des gens qui profitent des situations parce que nous sommes en période quand même délicate, préélectorale. Et dans toute crise... On a vu certains responsables faire des réactions quand même assez virulentes, qui ont fait le buzz suite à ces inondations. Oui, mais bon... Sans bien sûr accuser aucun de prendre l'opportunité sur un désastre tel que celui-ci, ou en tout cas saisir cette opportunité dans un désastre. Mais le risque est là. Puisqu'on parle de gestion de risque. Absolument. Oui, mais il faut l'éviter. Voilà, mais en situation de gestion de risque, on ne passe pas par les processus normaux. Il faut que l'État crée des processus qui sont parallèles à la situation ad hoc. De gestion de risque. C'est ça. Voilà. Des commissions ad hoc. Là, vous avez parlé des permis d'habitat, de réhabilitation, de construction, etc. Voilà. On est en situation de crise. Il ne faut pas passer par les mêmes process. L'État est capable de le faire. Il faut créer des mécanismes qui facilitent, qui soient très fluides, qui soient très flexibles, pour que le citoyen arrive à réaliser ses objectifs de façon très optimale. Et donc là, moi, si on adopte la logique de gestion de crise ou gestion de catastrophe, il faut que les procédures également s'adaptent à cette situation. Exactement. Oui, surtout qu'il y a... Et si vous laissez la même démarche, vous allez avoir les mêmes résultats. Ça va de soi. Oui.
En tout cas, en termes de résultats, donc là, quand allons-nous on pourrait espérer peut-être voir des résultats suite à ces instructions royales aujourd'hui, Hicham Saïd Alaoui. On a parlé des 90 jours, mais est-ce qu'il faut attendre 90 jours ou peut-être commencer par reloger les gens chez eux Comment vous voyez la suite ? Moi, j'ai une certitude, c'est que pour avoir lu le communiqué royal, les termes étaient très clairs. On ne peut plus explicite. Il était également question, je ne vais pas le citer de tête, mais il était question de célérité, de réactivité, encore plus que d'habitude. Et donc, de ce point de vue-là, par expérience, lorsque Sa Majesté formule des instructions, bien entendu, elles sont toujours suivies, mais lorsqu'elles sont explicites et qu'elles vont dans le sens de la rapidité et de la célérité, elles seront suivies encore plus rapidement et avec encore plus de diligence et de célérité. Donc honnêtement, et je pense que je peux me faire l'écho de tous mes concitoyens sans aucune prétention, de ce point de vue-là, il y a très très peu de doute à avoir, pour ne dire aucun doute à avoir. Les instructions étaient claires, elles seront suivies. On l'a vu sur des cas beaucoup plus graves, où il y avait des décès, où il y avait des choses beaucoup moins claires, et ça a été suivi dans les délais qu'il fallait. Donc de ce point de vue-là, honnêtement, il n'y a aucun souci à se faire. Ouais, voilà. Oui, colonel. Peut-être, Madame Khadija, il faudrait peut-être qu'on intègre que la prévision et la marge de prévention se réduit de plus en plus. Et donc, nous serons à l'avenir, et c'est une tendance lourde mondiale. Effectivement, parce qu'il y a l'intensification des risques secondaires. Selon Munich Re, en 2025, les pertes mondiales dues aux catastrophes naturelles sont de l'ordre de 224 milliards de dollars. Et il y a aussi l'explosion des risques secondaires, inondations, crues, éclairs. C'est ce qu'on a eu dans estimé, en tout cas, les pertes liées à ces risques sont estimées au niveau mondial, bien évidemment, pas au Maroc, 166 milliards de dollars. Donc, madame, c'est pour vous dire qu'il va falloir qu'on se prépare à la gestion de ces risques-là. Il va falloir qu'on se prépare aussi à des gestions de crise, parce que la marge de manœuvre de la prévision se réduit de plus en plus. Le changement climatique, tous les bouleversements qu'il y a, nous laissent une marge de plus en plus réduite pour anticiper. Et donc, il faut que nos institutions, surtout régaliennes, se préparent, simulent, fassent des scénarios, fassent des scénarios possibles, et ça pour essayer d'éviter. Et surtout, moi, c'est faire des retours d'expérience à chaque fois qu'on fait une action comme celle-là. Et ça, malheureusement, ce n'est pas encore rentré dans notre culture. Il faut qu'on fasse des débriefings. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a surtout mal marché pour qu'on améliore? Parce que le monde aujourd'hui continuera à gérer des catastrophes. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'y prenne dès aujourd'hui en huilant nos systèmes et nos mécanismes d'intervention pour être au rendez-vous, parce que nous sommes devenus un monde où il n'y a que des crises aujourd'hui, malheureusement. Tout à fait. Si vous permettez, par rapport à cette question, je pense que la question de priorité en termes de décision de politique publique se pose aujourd'hui de façon cruciale. Parce que oui, si vous dites à un Marocain il y a 1 an ou 2 ans, lorsqu'on était dans une situation de sécheresse, que nous allons avoir des inondations, qu'on va arriver à 70% en termes de barrages, des barrages qui arrivent à 100, il ne va pas croire. Et donc là, c'est une question de priorité. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir des scénarios dans les politiques publiques, ça devient de plus en plus crucial. Je me souviens, avec vous, Khadija, on en parlait toujours. On disait, une loi de finances, ça ne devra jamais être une loi de finances figée, linéaire. Ça doit être avec des scénarios. Les politiques, avec des scénarios. Il y a déjà des scénarios pour la loi de finances. J'ai jamais heureusement que dans la région de l'Gharb el-Loukos, en tout cas pour ce qui est de ce qui nous intéresse dans la loi de finances, c'est l'une des prévisions les plus importantes et les plus suivies, c'est la production céréalière. La région de l'Gharb el-Loukos ne compte que quelques 2% de la production céréalière nationale. Mais toujours est-il que c'est une dépense qui n'était pas prévue. Bon, elle ne sort pas du budget de l'État parce qu'on sait que ça sort de ce fameux fonds. Mais est-ce qu'il faut peut-être intégrer cette nouvelle donnée dans la budgétisation? Voilà, c'est la budgétisation et les scénarios. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui en 2025, nous avons mis en place un budget pour le FSEC de 1,5 milliard.
pourquoi pas ne pas mettre un scénario de 3, de 4, etc. et les mettre en place. On a les moyens de ces ambitions? Nous avons les moyens de faire tout. Et j'ai commencé avec une phrase très importante, c'est les priorités. Quelles sont les priorités des politiques publiques? Et maintenant, si nous, on considère que ces types de catastrophes qui peuvent arriver au Maroc, pas uniquement, nous avons vu le Haouz, on était très, je dirais, très ingénieux par rapport à la résolution du problème, sous les instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Aujourd'hui aussi, nous avons été réactifs, très réactifs et surprenants en la matière. Proactifs, disons. Voilà, proactifs. Mais demain, est-ce qu'on va toujours rester... Il faut un peu institutionnaliser et instaurer une gestion qui soit plus scénarisée en matière de gestion des catastrophes. Et je pense que nous avons les moyens. Je pense humains. Que les moyens humains, on en a. Je connais très bien. Je crois qu'il faut des experts en assurance. Regardez, je connais des amis qui travaillent au FCEC, qui travaillent dans plusieurs institutions. Ils ont des scénarios. Il faut juste écouter et mettre la priorité. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec ce message on ne peut plus clair que cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Zakaria Ferrano. Merci à vous. Merci à vous aussi, Hicham Ben Saïd Alaoui. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous et d'échanger avec vous et avec vous aussi, colonel Hassan Saad. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Marhaba bik. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.